Eh bien, bonjour à toutes et ravi de vous retrouver ce matin ici en direct du InCyber Forum où nous allons échanger sur le traité de l'ONU sur la cybercriminalité. Un pas trop loin, nous allons surtout revenir sur le contenu de ce traité et ce qu'il représente. Je souhaite évidemment la bienvenue à celles et ceux qui nous suivent aussi à distance et je sais que vous êtes nombreux. Un petit message quand même sur le déroulé de cette séquence qui se fera en français et en anglais. Si vous avez besoin de traduction, vous avez des dispositifs qui sont juste à l'accueil qui vous permettront de suivre la session. Just one word that the session is going to be in English, so if you need a translation, you have devices at the entrance of the room. Alors, cette convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, adoptée par consensus, je pense que vous l'avez suivie en décembre 2024, après 5 années de négociations, on va y revenir, certains d'entre vous ont suivi cela de près, y ont contribué, et c'était 5 années qui étaient effectivement très denses, mais il reste encore effectivement la mise en œuvre, et donc on va y revenir, qui représente des enjeux évidemment importants. C'est le premier traité international juridiquement contraignant, et donc ça on y reviendra, qui vise donc, vous l'avez compris, à lutter contre la cybercriminalité à l'échelle mondiale avec un certain nombre d'éléments, renforcer la coopération internationale, on va y revenir, et notamment faciliter l'accès et l'échange de preuves électroniques, on y reviendra avec Janos notamment qui nous fait l'amitié d'être avec nous, également la mise en place d'un réseau opérationnel, on va y revenir avec nos invités, et donc qui permet en continu effectivement de soutenir les enquêtes mais aussi les poursuites judiciaires, le recouvrement des produits du crime, on va y revenir aussi avec vous colonel, l'entraide judiciaire, l'extradition, et puis un autre point qui est aussi très important, c'est effectivement la protection des enfants en ligne qui est donc un des aspects notables de ce traité, mais celui-ci a aussi suscité un certain nombre de questions. Vous avez peut-être suivi l'actualité de la part de défenseurs des droits humains, d'acteurs aussi de ces majors de l'industrie technologique et notamment aux États-Unis. Et l'actualité, là encore une fois, ne vous a pas échappé. Donc on devrait avoir quelques petits sujets qui devraient aussi arriver sur la table. Certains, effectivement, estiment qu'il pourrait y avoir des risques, notamment pour réprimer certaines activités légitimes, le travail des journalistes, notamment des ONG, et on y reviendra évidemment avec Stuart sur cette dimension-là. On rappelle tout de même que ce texte a été initié à la demande de la Russie. Des travaux donc importants pour imposer des garde-fous, et ce n'a pas été facile pendant ces 5 années, mais on va y revenir. Essayer de mieux comprendre les points clés de ce traité, ce qu'il apporte, ce qu'il peut changer, la question de la mise en œuvre, on va y revenir parce qu'elle se pose de fait aujourd'hui, et puis les éléments de vigilance qui ont été aussi apportés par les États. Évidemment, la France et globalement l'Union européenne s'est mobilisée. On rappelle quand même que la cybercriminalité ne cesse de progresser, 75% en glissement annuel au 3e trimestre de 2024. Je crois que ce chiffre doit aussi nous alerter et montrer à quel point les travaux que vous menez conjointement sont évidemment essentiels, parce que c'est cette dimension collective qui nous permettra d'adresser ces enjeux. Beaucoup de questions qui se posent et on va tenter d'y répondre avec mes invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Havy, donc colonel-chef de la division stratégie du COM CyberMI. Merci beaucoup, colonel, d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Janos Drieniowski. Merci beaucoup, Janos, d'être avec nous. Thank you very much to be a part of this session today. Legal and Policy Officer, officier juridique et politique à la Commission européenne sur la cybercriminalité. Avec nous également d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes adjointe au sous-directeur de la cybersécurité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la diplomatie, et qui a beaucoup œuvré évidemment au sein du traité. On va y revenir avec vous. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir également Stuart Garrick. Thank you, Stuart, to be Merci Stuart d'être avec nous également aujourd'hui. Manager, directeur de projet spécial à la Fondation Shadow Server. On va parler du travail des ONG avec vous. Je voulais bien sûr peut-être revenir, parce que je ne sais pas forcément quelle est votre maîtrise, votre connaissance des éléments clés de ce traité, donc peut-être faire un point sur les éléments
clés, de key points du traité pour nos invités, que l'on puisse effectivement bien comprendre. Surtout, on l'a compris, c'est un traité qui doit servir la coopération internationale, la renforcer. Donc concrètement, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est prévu dans ce traité pour qu'elle opère? Gabrielle, est-ce que vous voulez débuter la séquence? Bonjour, merci beaucoup. Oui, en régie, est-ce qu'on peut mettre le micro à Gabrielle, s'il vous plaît? Bonjour. Ça fonctionne, merci. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, ce qu'on peut dire du traité globalement et d'un point de vue, je dirais, diplomatique, c'est que ça a été un succès collectif. C'est le premier instrument des Nations Unies dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Donc, ça veut dire deux choses. La première, c'est que dans le contexte géopolitique qu'on connaît actuellement, et je pense que tout le monde dans la salle a une idée de ce à quoi je fais référence, avec les difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui, les tensions, on est quand même capable de s'accorder sur un instrument de cette nature-là encore aujourd'hui à l'ONU. C'est significatif. Un deuxième élément, c'est qu'il porte sur la cybercriminalité. Donc c'est aussi la marque que la communauté internationale, dans son ensemble, prend conscience de la menace et est capable de s'accorder pour renforcer la coopération internationale et pour essayer de trouver des solutions ensemble. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que mes copanélistes auront aussi beaucoup de choses à dire sur ces aspects, mais dans les grandes lignes, l'objectif du traité, c'est tout d'abord de renforcer les législations nationales, donc les dispositifs législatifs nationaux. J'entendais tout à l'heure dans la salle plénière Jérôme Notin de Cybermalveillance qui disait qu'un des grands enjeux de la coopération internationale, c'est de s'accorder sur une taxonomie commune. Parfois, quand on traite de sujets de cybercriminalité à l'international, on parle de choses différentes. Le traité, il a aussi vocation à traiter justement cette question et à apporter une compréhension commune des enjeux et de ceux auxquels on fait face en termes de menaces, en termes de réponses. Et évidemment, dans un deuxième temps, donc, de renforcer la coopération internationale sur deux aspects clés, le partage de preuves électroniques et également avec des outils de renforcement capacitaire, parce qu'on est aussi dans une situation dans laquelle tous les États ne sont pas armés de la même manière face à cette menace, et le traité ouvre aussi la possibilité de pouvoir renforcer le partage de bonnes pratiques, l'ensemble des mesures en fait qu'on peut apporter pour aider les États à renforcer leur cyber-résilience et affronter cette menace conjointement. Sans rentrer dans le détail, encore une fois, deux points peut-être aussi par rapport à la Convention de Budapest qu'on évoquera certainement plus en détail, mais par rapport à la Convention de Budapest qui reste vraiment pour nous l'instrument clé au sein de l'Union européenne et en France également pour lutter contre la cybercriminalité. C'est un traité de l'ONU, donc forcément il touchera un public plus large, donc ça nous permettra de coopérer avec davantage d'États qui ne sont pas partis à Budapest. Et le périmètre infractionnel aussi est également plus large, et donc ça nous permettra aussi de répondre à des problématiques différentes et peut-être aussi nouvelles par rapport à Budapest. Merci beaucoup, Gabrielle. Colonel, un point complémentaire avec ce qu'évoquait Gabrielle à l'instant, de votre point de vue et donc des forces de l'État. Oui, un mot sur la menace, sur les besoins des FSI et sur ce qu'apporte effectivement la Convention des Nations Unies. S'agissant de la menace, c'est un traité de lutte contre la cybercriminalité. La cybercriminalité, vous le savez, explose. Vous l'avez dit, 75%. En fait, on est aujourd'hui, selon les chiffres officiels du service statistique du ministère de l'Intérieur, qui ont paru il y a quelques semaines, on est environ à 350 000 infractions en France en 2024, quand nous étions à 200 000 5 ans plus tôt. Donc on est bien sur une hausse de 75% en l'espace de 5 ans. Une explosion de la cybercriminalité. Des menaces qui sont par nature transfrontalières. La cybercriminalité, vous avez la victime dans un pays, chez nous en l'occurrence, vous avez l'auteur possiblement dans un autre pays et le serveur encore ailleurs. J'ai donc absolument besoin de pouvoir coopérer au niveau international. Et pour coopérer au niveau international, j'ai besoin d'un canal de coopération identifié, où on parle la même langue, on le développera plus tard, et d'infractions qui existent dans les deux pays qui coopèrent, ou au moins de dispositifs d'équivalence. D'où la nécessité de ces conventions. Et la convention de Budapest était un grand pas en avant, mais la convention de Budapest, c'est 76 pays, je crois, 77 pays à l'heure actuelle. D'autres pays ne rentreront jamais, pour diverses raisons, dans la convention de Budapest. La convention de l'ONU s'est largement inspirée pour l'essentiel de la convention de Budapest et a apporté, vous l'avez dit, un certain nombre de choses supplémentaires. Des infractions nouvelles, donc déjà plus de pays,
Pour moi, c'est important. Certains pays ne peuvent pas être touchés. Certaines juridictions complaisantes, comme disait en audience le général Lecouf, rendent un certain nombre d'auteurs inaccessibles. Donc ça, c'est important que tous les pays signataires, que plus de pays soient signataires de cette convention, pour nous permettre d'aller les chercher. Les infractions nouvelles, on ne va pas rentrer en détail de suite, mais il y a au moins le blanchiment qui est rentré sur la table et qui aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement important. Si vous voulez, la création de la Convention de Budapest, c'était 2001. C'était il y a un siècle, une éternité du point de vue des technologies de nouvelles informations, des nouvelles technologies de l'information. Les cryptos n'existaient pas. Aujourd'hui, les cryptos, c'est un domaine majeur pour la cybercriminalité, mais aussi pour le blanchiment d'autres activités. Voilà, donc c'est quelque chose d'important, au moins dans ces domaines-là. Je pense qu'on... Oui, on va développer effectivement, Colonel, sur ce que vous avez souligné, hein, le blanchiment très important, amplifié par les cryptos, hein, vous l'avez souligné, on va le détailler, et puis aussi sur les enjeux de lutte contre la pédopornocriminalité, où là, effectivement, c'est dopé notamment par l'IA, et on voit les derniers chiffres qui sont annoncés, qui sont absolument dramatiques, mais en revanche, il y a une mobilisation très forte, et là, c'est un point important. János, would you like to add... János, est-ce que vous aimeriez présenter de votre point de vue les points clés du traité et peut-être quelques points sur la Convention de Budapest? Merci beaucoup. Comme l'ont dit les autres intervenants, la négociation du traité a été faite de manière cohérente avec les instruments existants, celle de Budapest et également 2 autres conventions de l'ONU sur le crime organisé notamment, et cette convention s'en inspire beaucoup. Et donc ça a été négocié pour que ce soit un instrument juridiquement contraignant, et surtout, il y a quelque chose de très utile sur le fait qu'on se mette d'accord par le sens qu'on donne à une conduite illégale, par exemple. Ça aide lorsqu'on a une compréhension mutuelle. Et conformément aux valeurs des membres de l'ONU, et on a pu inclure des mesures de protection de manière équitable, et c'est important également. Lorsque l'on parle d'un crime ou d'une infraction, qu'on ait le même sens, et qu'il y ait également des mesures de protection lorsque l'on ajoute des pays, notamment, ce qui améliorera également la coopération. Concernant les chiffres au niveau mondial, eh bien, les impacts financiers de la cybercriminalité, ça peut représenter... Si ça représentait le pays d'un pays, eh bien, ce serait le 3e plus gros pays au monde. Il y a des dispositions sur la récupération des actifs perdus à cause de cette criminalité, et c'est également une valeur ajoutée majeure, comme l'a dit le colonel. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, à moins que vous ne le souhaitiez, sur les infractions spécifiques où il y a une vraie valeur ajoutée, mais en tout cas, la protection des enfants, bien sûr, et là, c'est clairement une valeur ajoutée importante. La définition des matériaux de pédocriminalité est assez large. Et il y a également la diffusion sans consentement de contenu pornographique, que ce soit la sextorsion ou le revenge porn, des choses qui augmentent beaucoup. Et les abus contre les enfants augmentent également chaque année. Concernant l'échange de preuves et la coopération, c'est similaire à la Convention de Budapest et d'autres conventions de l'ONU, mais ce qui est important, c'est que le périmètre est un peu plus limité. La Convention de Budapest échangeait des données pour toutes les infractions définies et également les crimes graves, même s'ils ne sont pas définis et qui sont passibles de plus de 4 ans de prison. Et donc, par rapport à la Convention de Budapest, ça va plus loin dans l'harmonisation des infractions, mais un peu moins en matière d'échange de preuves. On va en reparler un petit peu des preuves numériques, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu du traité et
le point de vue des ONG, puisque ce texte présente également un risque, selon certains, de criminalisation de dissidents dans des régimes autoritaires, par exemple, mais également de journalistes et bien sûr d'ONG. Alors, quel est votre point de vue sur ce sujet et que voyez-vous dans vos activités? Avant de répondre, je devrais peut-être expliquer d'où je viens. C'est bon? J'ai été dans les forces de l'ordre pendant 30 ans avant de travailler dans les ONG, donc j'ai eu un peu les deux points de vue. Et du point de vue des ONG, on ne veut pas qu'il y ait d'abus des droits de l'homme, bien sûr, et toute législation nouvelle qui rendrait la vie difficile aux journalistes ou aux dissidents ou toute autre personne qui travaille dans ce domaine. Cependant, à partir de ce que j'ai vu et de mon interprétation, les droits de l'homme sont mentionnés tout au début du document. C'est un terme qui couvre tout ce qui suit. Et même s'il y a eu beaucoup de débats sur le fait que chaque article devrait inclure une clause spécifique sur les droits humains, à titre personnel, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je crois qu'il y a l'article 6 qui parle des droits humains. Tant qu'on conserve cet article au début et qu'on le défend, eh bien, ça devrait être suffisant pour la suite. Du point de vue de mon autre cerveau, lorsque j'étais dans les forces de l'ordre, mon alter ego, tout ce qui apporte de la précision sur la cybercriminalité au niveau mondial est positif. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur des pays qui n'avaient pas de législation dans ce domaine. Et le simple fait qu'on clarifie ce qu'on cherche, sur quoi on veut se battre, eh bien, c'est important. Et la Convention de Budapest le faisait déjà, et là, c'est bien plus large encore. Ça peut présenter des problèmes, mais je ne vais pas être la personne qui va dire que tout va mal et que ce texte n'est pas bon du tout. Non. La position de la France et peut-être plus globalement de l'Union européenne, des différents États membres qui se sont investis. Vous avez été particulièrement attentif. Alors quand je dis vous, c'est effectivement, vous êtes un peu le porte-parole aujourd'hui de tous ces acteurs qui se sont investis. Il y a eu des points de vigilance, des actions très fortes et notamment sur les sujets dont on parlait avec Stuart, puisque de fait, et je le rappelais, ce texte ayant été souhaité par la Russie, il était important aussi de mettre quelque part des garde-fous. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, sur quoi vous avez particulièrement porté l'accent. Oui, absolument. Donc, peut-être pour revenir un peu historiquement sur la position française, qui, je pense, était partagée par une grande majorité des États membres. Nous, ça a été dit, l'instrument phare qui demeure, c'est la Convention de Budapest. Donc, effectivement, 2001, entrée en vigueur en 2004, un siècle. Mais pour autant, la Convention de Budapest, de ce qu'on comprend aussi des praticiens, et je pense que c'est assez partagé, du fait qu'elle soit technologie agnostique, comme on dit en bon français, permet néanmoins de la coopération et reste un outil vraiment efficace. C'est toujours notre point de vue et c'est vrai que le Conseil de l'Europe qui porte cette convention rappelle souvent aussi que depuis le début des négociations à l'ONU sur la convention, il n'y a jamais eu autant d'États qui ont fait part de leur souhait de rejoindre la convention de Budapest. Donc en fait, les négociations à l'ONU ont aussi été un vecteur de promotion, je dirais, de la convention de Budapest. Ça a été dit, 77 États partis aujourd'hui. Donc voilà, cette position initiale où nous on estimait que la Convention de Budapest, la Convention contre la criminalité organisée transnationale de l'ONU qui a été évoquée, étaient des outils suffisants. Pour autant, la Russie donc, a été à l'initiative d'une résolution qui a été votée à l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc on a entendu aussi, évidemment, la parole des États membres de l'ONU qui ont souhaité ouvrir ces négociations. Et donc la position française et de l'Union européenne qui a eu un mandat de négociation, donc c'est la Commission qui a négocié en lien avec les États membres durant ces 5 ans. On a vraiment eu une négociation de bonne foi, je dirais, de notre côté, où on a essayé vraiment d'entendre les appels à davantage de coopération, davantage de moyens, tout en gardant de manière permanente durant
l'ensemble de la négociation, une position très claire sur nos lignes rouges. Je pense que c'est même pas je parlerai même pas de points de vigilance, c'était des lignes rouges. Quand on parle des garanties qui étaient nécessaires pour renforcer la coopération à ce niveau-là, donc entre tous les États membres de l'ONU, il a été indispensable pour nous de faire en sorte que toutes les garanties soient présentes dans le texte. Et il semble qu'aujourd'hui, on soit parvenu à cet équilibre, puisque ça a été dit, on a un périmètre de coopération qui est large, mais en termes de garantie, on pourra détailler ultérieurement, mais on a des dispositions en matière de protection des droits de l'homme qui sont inédites dans un traité d'entraide au niveau de l'ONU, donc l'article 6 qui a été déjà évoqué. On a des garanties aussi en matière de règles qui doivent s'appliquer, de procédures en matière d'entraide pénale entre les États, et on a aussi tout un dispositif qui permet à un État de refuser de coopérer, notamment en cas de demande qui serait fondée sur des éléments discriminatoires. Donc on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail sur ces dispositions, mais notre objectif, c'était vraiment de faire en sorte qu'on trouve cet équilibre et de faire barrage aussi à ceux qui auraient voulu, dans le cadre de cette négociation, pousser un agenda autoritaire, une vision autoritaire du cyberespace. Et notre sentiment, c'est qu'on y est plutôt parvenu. Et je dirais aussi que sur la négociation, ce qui a été très utile et très important pour nous, ça a été justement le caractère aussi multi-acteur. Quand on négocie dans la salle le traité, on a derrière nous les représentants de la société civile, des ONG, les entreprises qui sont quelque part sur notre épaule et qui nous regardent et qui nous disent attention. Et donc on a fait ce travail constant d'échange avec eux aussi pour prendre en compte leurs préoccupations et pour essayer de porter aussi cette voix-là. Et ça, je pense que ça a été un élément aussi décisif dans la négociation. Janos, would you like to... Janice, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais simplement compléter. En effet, non seulement on a réussi à repousser l'approche de la Russie au départ, et il faut savoir que cette idée d'une initiative mondiale existait avant la proposition de la Russie. La Russie a présenté une résolution, c'était un peu préoccupant, mais dès le début, il était clair qu'il n'y avait pas de soutien autour de cette approche. Ça faisait partie d'une des propositions sur la table. Mais nous avons réussi non seulement à repousser cela, mais également à inclure des mesures de protection sans précédent. Et c'est un peu une référence pour d'autres instruments à venir à l'ONU. Nous avons une disposition sur la protection des données. C'est la première fois de l'histoire de l'ONU pour ce genre d'instrument. L'article 6 a été mentionné. Il s'agit de garanties très horizontales. Aucune demande de coopération internationale ne peut être contraire aux obligations des droits humains des États parties. Et ça s'applique à toute la Convention. Et ça limite un peu le périmètre, dans le sens où ça ne peut pas être utilisé de manière abusive, contraire aux droits humains. Bien sûr, les raisons de refus concernent également le fait d'avoir un équilibre. Il y a des mesures intéressantes, par exemple, en matière d'interception, d'information. La coopération utilise une formulation très mesurée, donc là, ce n'est pas très contraignant. On appelle ça une disposition un peu vide. Il n'y a pas d'obligation à cette coopération. En tout cas, ce n'est pas à formuler ainsi. Et donc, c'est assez léger dans la formulation de cette obligation. Mais c'est pour s'assurer qu'on respectera les droits de l'homme dans l'utilisation du traité. Merci. Stuart, une question concernant votre travail dans le monde des ONG. Vous faites beaucoup d'enquêtes. Est-ce que ce traité sera utile dans le cadre d'enquêtes, notamment? Oui. Depuis 15 ans environ, j'ai passé beaucoup de temps à enquêter sur la cybercriminalité au niveau international. Notre fondation travaille à aider les autorités à obtenir des renseignements et des preuves. Et c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a la possibilité au niveau des autorités de geler des preuves, de les obtenir rapidement. Et jusqu'à maintenant, c'était un processus assez fluide avec la Convention de Budapest, entre les pays qui l'avaient signé, ratifié. Mais
Internet est une entité mondiale. Il y a des pays où on ne pourra jamais intervenir. La Russie, qui avait fait cette proposition, est probablement un des pays les plus difficiles dans ce domaine. Ils peuvent utiliser des techniques pour retarder les choses, mais maintenant, ça existe. Il y a ce traité. Et juste par le fait que la Russie ait soutenu ou fait cette proposition au début, ça ne rend pas ce texte mauvais au final. Il y a un petit peu un arrière-goût désagréable pour certains, mais ça ne fait pas de ce texte un mauvais texte. Et je pense que c'est plutôt positif et ça permettra de renforcer les capacités qui existaient déjà dans la Convention de Budapest, mais avec beaucoup plus de pays. Il y aura toujours des choses qu'on ne pourra pas faire, bien sûr. Merci Stuart. Effectivement, vous l'avez souligné, on l'a dit, un premier instrument juridique contraignant sur la cybercriminalité. On a évoqué la question de la pédopornocriminalité, mais pas que. Janos a évoqué effectivement toute la dimension en fait, de l'utilisation du numérique utilisant effectivement des images intimes, etc. Et donc là, on considère aussi évidemment les adultes dans ce champ-là. Et puis le blanchiment d'argent facilité par la crypto, vous l'avez dit. Évidemment, le reste, on le sait, c'est facilité aujourd'hui, amplifié par l'intelligence artificielle. Comment concrètement ce texte permet de répondre à ces exigences ? Comme vous le disiez, plusieurs infractions nouvelles intégrées. Donc, s'agissant des mineurs, des atteintes sexuelles sur mineurs, le grooming, la publication d'images non et le blanchiment. Comment, en fait, je parlais du fait de geler les données, ce qui rendait plus facile l'enquête. Non seulement c'est plus facile, mais c'est indispensable. C'est absolument nécessaire. Et c'est presque l'objet principal, d'un point de vue force de police, de ces conventions internationales, puisque comment concrètement ça va se dérouler? Ça va se dérouler par une coopération policière qui va permettre de geler les données dans le pays concerné, les stocker, et ensuite mettre en œuvre la coopération judiciaire qui va permettre d'exercer des contrôles et de transmettre les informations. Et le comment on gèle ces données, comment on les transmet, c'est ce que j'appellerais parler le même langage. C'est la partie, on doit parler le même langage dans la convention. Donc définir les termes, ça c'est fondamental, définir les canaux, définir même les formats techniques dans lesquels on va transmettre les données. Sinon, si vous me transmettez des données que je ne peux pas lire, je n'en ferai pas grand-chose. Ça, c'est absolument nécessaire. Et ça s'applique, vous l'avez dit, sur des sujets qui font consensus en termes de lutte contre la cybercriminalité, les atteintes sexuelles aux mineurs. Tous les pays, même la Chine, est raccord sur le fait qu'il faut lutter contre ce genre d'infraction. C'est pour ça que c'est rentré dans la Convention. C'est un sujet sur lequel les nouvelles technologies ont un impact fort. Globalement, sur la cybercriminalité, les nouvelles technologies ont un impact fort. L'intelligence artificielle notamment, qui rend les attaques plus nombreuses, plus efficaces. On peut prendre l'exemple des escroqueries. Vous pouvez recevoir un appel avec une voix de quelqu'un que vous connaissez ou un appel vidéo avec le visage de quelqu'un que vous connaissez. C'est du fake. C'est parfaitement faisable aujourd'hui. Alors, ce sont des technologies que nous utilisons aussi. Ces mêmes technologies d'IA générative permettent de générer des images pédoporno. Ce qui explique l'explosion de ces infractions, notamment l'année dernière. Parce qu'on a quand même un nombre important. Ça a toujours été des infractions qui existaient en grand volume. L'année dernière, il y a eu certaines avancées en termes d'IA générative, et étonnamment, il y a eu un certain nombre une explosion des infractions de détention d'images pédoporno. Mais ce sont des outils que nous aussi nous utilisons, notamment pour la lutte contre la pédoporno. En enquête sous pseudonyme, on va pouvoir utiliser donc des alias sous pseudonyme, mais on a déjà utilisé du morphing vocal. Lorsqu'un pédocriminel voulait rentrer en contact avec un enquêteur, on faisait passer la voix de l'enquêteur pour la voix d'une petite fille. On enregistrait, et c'était des éléments de preuve qui, je vous le garantis, une fois produits devant le tribunal, fait un effet qu'un texte écrit n'aurait pas. Donc c'est important. Donc, pour revenir sur le sujet du comment, c'est vraiment définir, parler la même langue, le canal, les définitions, etc. Sauvegarder les données, le quick freeze, sauvegarder les données très rapidement, et ensuite on laisse faire la coopération judiciaire. Et sur la lutte contre le blanchiment d'argent, qu'est-ce que ce texte devrait
permettre pour renforcer, parce que János l'a évoqué, il y a déjà d'autres textes qui existent au niveau de l'Union européenne aussi, l'AML Package notamment, on en a parlé ici, donc c'est le blanchiment, la lutte contre le terrorisme, mais on voit bien que tout ça est finalement interconnecté, on utilise aujourd'hui des moyens cyber, etc. Et on voit bien que la porosité entre ces univers, effectivement, de plus en plus importante. Quelles sont les actions que vont permettre ce traité sur ce domaine du blanchiment? Déjà, en ajoutant la possibilité de poursuivre, de définir le blanchiment dans toutes les législations pour nous permettre de coopérer sur la... Voilà, exactement. Ça fait partie d'une infraction supplémentaire, donc le blanchiment des produits des infractions qui sont prévues par la Convention, et ça nous permet de travailler sur le cœur des infractions cyber, mais pas uniquement. La criminalité organisée aujourd'hui fait du cyber, oserais-je dire. Il n'y a pas un pan de criminalité organisée traditionnel qui ne met pas les doigts dans le cyber, soit pour une volonté d'expansion, soit sur une tentative de diversification, ou alors juste pour le blanchiment. Parce que les cryptoactifs, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est une véritable machine à blanchir. D'autant qu'il y a un certain nombre d'outils, notamment les mixeurs, dont la seule finalité, c'est de disperser les traces. Alors, rassurez-vous, nous avons au ComCyber développé des capacités rares qui permettent de retracer tout ça. C'est plus compliqué, mais on sait le faire. On a saisi des sommes colossales sur l'opération Bizzato il y a 2 ans. On a saisi plus de 20 millions d'euros sur une machine à blanchir, très clairement. On aurait même pu saisir davantage. Et ce sont des savoir-faire qui sont aujourd'hui indispensables. Le blanchiment, c'est un levier important pour la cybercriminalité, mais c'est aussi un levier important pour la criminalité traditionnelle, notamment les stupéfiants. Merci beaucoup, colonel. János, one word about the e-evidence. Un mot sur les preuves numériques. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a déjà des textes qui existent dans ce domaine et qui aident à améliorer ce travail sur les preuves numériques. Est-ce que c'est le cas de cette convention ou non? Environ 80 ou 90% des enquêtes ces jours-ci se basent sur certaines formes de preuves numériques. Et donc je pense que cela ne pose aucune question sur le fait que ce soit mieux d'avoir un cadre plutôt que non. C'est clair que oui. Mais lorsqu'on parle des poursuites au tribunal, là je ne peux pas le prédire. Cette convention établit un cadre d'assistance mutuelle, on peut dire de coopération internationale, entre les autorités publiques des pays membres. Et en ce sens, cela va clairement améliorer l'échange de preuves et saura probablement aider à plus d'investigations et plus de poursuites. Ce qui est important également, c'est que cela va aussi contribuer à ce qu'on appelle des safe havens, donc des pays qui ne font pas partie de ces accords, mais où il y a des accords bilatéraux ou multilatéraux. Et donc, ça empêchera les criminels à échapper aux juridictions et aux poursuites. Éléments qui pourraient possiblement permettre de détourner ce texte. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question, mais c'est vrai que là, on entre dans une phase dans laquelle on va devoir mettre en œuvre le traité. On sait qu'il y a des velléités, et on l'a perçu durant la négociation, peut-être d'avoir d'autres utilisations que celles que nous, États membres de l'Union européenne, on souhaiterait en faire. Là-dessus, peut-être un point qui est quand même significatif, lors de la dernière session de négociation de la Convention, au moment où on avait un texte finalisé, on était tous majoritairement en faveur d'une adoption du texte la plus consensuelle possible, parce que, encore une fois, ça faisait plusieurs années qu'on négociait et qu'a priori le texte était finalisé. Mais l'Iran a souhaité appeler au vote sur plusieurs dispositions du traité, et notamment sur l'ensemble des dispositions relatives aux garanties et au fameux article 6 sur la protection des droits de l'homme. Aucune de ces propositions, aucun de ces appels au vote iraniens n'a abouti. Ce qui signifie que, au sein de tous les États membres qui ont participé à la négociation, il y avait soit une conviction profonde que ces articles et ces garanties étaient indispensables pour la mise en œuvre de la Convention, soit à minima que le fait que ce soit des lignes rouges pour l'Union européenne, les États membres, d'autres comme les États-Unis, faisait qu'ils avaient bien compris que si ces garanties ne figuraient pas,
et si elle n'était pas mise en œuvre in fine dans le cadre du traité, il n'y aurait pas de coopération. Et l'Union européenne et les États-Unis, si l'Union européenne, ses États membres et les États-Unis ne faisaient pas partie de la Convention, globalement, ce serait une perte énorme aussi de coopération, forcément, à l'échelle internationale. Donc, c'était quand même significatif et ça montre qu'il y a une compréhension, en tout cas, de tous les négociateurs des enjeux. Et pour nous, c'est source quand même d'optimisme aussi sur la manière dont ça va être mis en œuvre. Effectivement, l'optimisme n'est pas suffisant. Donc, s'agissant de la mise en œuvre, ce qui sera clé, c'est donc la conférence des États parties, qui est donc cette enceinte qui se réunira pour décider de la manière dont les États vont mettre en œuvre le traité. Il sera ce comité sera composé des États qui auront donc signé et ratifié le traité. Et donc là, ce sera un enjeu majeur, effectivement, de pouvoir en tant qu'État membre de l'Union européenne, y être représenté pour justement s'assurer que la mise en œuvre est conforme au texte et à l'esprit de la Convention. Et donc ça, on est dans cette phase qui va s'ouvrir et pour laquelle on gardera évidemment un niveau de vigilance important. Donc il y a cet instrument, ou en tout cas ce forum que sera la conférence des États parties. Et le deuxième volet aussi, c'est, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, le volet renforcement capacitaire, parce qu'on sait que pour un certain nombre d'États, il va y avoir un gros enjeu aussi de passer à l'échelle pour la mise en œuvre de la Convention. Et donc ça aussi, c'est un outil qui est à notre disposition pour pouvoir orienter la manière dont les États membres vont mettre en œuvre la Convention. Et dans ce cadre-là, il y aura un acteur qui va avoir un rôle central, c'est l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui est l'office donc qui suit les questions liées à la cybercriminalité à l'ONU, qui est basé à Vienne et qui mettra en œuvre aussi des programmes d'assistance et de soutien aux États dans la mise en œuvre de la Convention. Et donc ça, ce sera vraiment deux éléments clés sur lesquels on gardera évidemment une attention et une vigilance très particulière. Est-ce qu'il y a par exemple des États avec lesquels des axes de coopération vont être renforcés, peut-être des demandes qui émanent, puisqu'on le voit dans d'autres domaines où effectivement il y a souvent des demandes comme ça qui sont initiées auprès de pays qui ont peut-être été un peu moteurs ou qui ont pris une certaine avance, qui ont une structure peut-être plus établie. Est-ce que vous avez d'ores et déjà ce genre de demande ou en tous les cas des perspectives ? Oui, absolument. Donc, à titre national, on a déjà plusieurs programmes de renforcement capacitaire à destination de plusieurs partenaires un peu partout dans le monde. On a une école dans les Balkans occidentaux qui s'appelle le C3BO, qui évidemment, on parlera de la Convention dans ce cadre-là. On fait aussi également beaucoup de choses avec l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'école nationale à vocation régionale qu'on a à Dakar, qui est un partenariat avec le Sénégal et qui rayonne du coup dans toute la région. Donc évidemment, on a déjà des outils, on a une appétence de nos partenaires pour renforcer ces liens depuis longtemps. Là, dans le cadre des négociations et de la Convention, on essaye aussi de renforcer justement notre soutien à l'ONUDC. On l'a fait ces dernières années à destination, je dirais, des régions qui ont fait part effectivement d'un besoin particulier. Je pense notamment à l'Afrique, à l'Amérique latine aussi, qui a des besoins importants. L'Asie dans une moindre mesure, parce qu'il y a déjà une très forte présence, je dirais, des bailleurs internationaux en Asie, mais il y a aussi des besoins. Donc évidemment, ce sera une occasion pour renforcer encore davantage nos partenariats et le soutien qu'on peut apporter aussi à nos partenaires. Janos, maybe one word about this. Un mot peut-être concernant la mise en œuvre dans la pratique. Comment va-t-elle se passer selon vous? Avez-vous des informations sur le calendrier à venir, ces travaux de coopération et de renforcement des capacités également avec les différents États membres? Alors, concernant la mise en œuvre, j'ajouterais que les parties prenantes ont beaucoup participé à la négociation et on compte sur leur participation. Et je pense que vraiment la participation également du public et des autres parties prenantes que les États ont un rôle à jouer. Et s'il y a des tentatives d'utiliser de manière détournée la Convention, il faudra alerter. Concernant les étapes à venir, la Convention en elle-même prévoit des réunions formelles et informelles à venir, mais les étapes à venir, ce sera bien sûr la signature maintenant, et ensuite établir les règles de procédure de la conférence des États parties. Ce sera un organe qui passera en revue la mise en œuvre de la Convention. Ça, ce sont les étapes à venir très rapidement.
une question concernant l'actualité. On voit des tensions géopolitiques qui augmentent. Pensez-vous que cela aura un impact sur ces réunions clés à venir, notamment la signature de la Convention? C'est une question à $1 million, là. On voit tous ce qui se passe au niveau du gouvernement aux États-Unis, l'approche des relations internationales plus généralement. Cependant, et c'est mon opinion personnelle, je ne crois pas que le gouvernement américain serait contre la lutte contre la criminalité. C'est difficile à imaginer politiquement et à justifier. Ceci ayant été dit, les États-Unis ont déjà été connus pour ne pas ratifier certains accords. Donc, il y a un précédent. Mais concernant les autres pays, comme vous l'avez dit, il y a des pays latino-américains, caribéens qui ont hâte que cette convention soit mise en œuvre. En matière de renforcement des capacités, l'Union européenne finance déjà, à travers le Conseil de l'Europe, des travaux de renforcement des capacités. Et nous pensons qu'à l'avenir, on pourrait également s'en servir en matière de partage d'expériences, notamment pour la Convention des Nations Unies. Ajouter quelques éléments sur cet aspect de mise en œuvre, en tous les cas de votre point de vue? Peut-être juste une réflexion. Quelle qu'a été l'intention des Russes au départ sur cette convention? Les Russes aussi ont besoin de poursuivre leurs cybercriminels. Et vous parliez de diverses... Ça dépend. Hein. Quand ils sont de leur côté ou qu'ils sont envoyés par eux-mêmes, je ne suis pas sûre qu'ils les poursuivent. Enfin, ça n'engage que moi, mais bon, comme je suis journaliste, je peux le dire. Je parle bien des cybercriminels qui les attaquent eux, pas ceux qui sous-traitent les affaires d'État. Non, et... c'est des juridictions complaisantes, dirons-nous. Non, mais très clairement, oui. Eux aussi ont leurs criminels qui utilisent les moyens cyber. Et le fait d'avoir introduit un certain nombre de nouvelles infractions qui font consensus, et je pense notamment aux atteintes sexuelles sur les mineurs, c'est, je pense, un levier fort au niveau international. Je ne vois pas quel État pourrait ne pas ratifier ce genre de démarche. Enfin, ce serait politiquement très compliqué, je pense. Et c'est pour ça que c'est un outil qui sera important. On parlait des 77 la Convention de Budapest, c'est toujours un outil très important aujourd'hui. Les 77 qui ont adhéré à la Convention de Budapest dépassent très largement le cadre du Conseil de l'Europe. C'est clairement un signe qu'il y avait besoin de cette Convention des Nations Unies. Si on a besoin d'une convention universelle, mondiale, c'est le rôle des Nations Unies. Et au niveau des forces de police, nous avons besoin d'un cadre qui permet de travailler dans tous les pays. Tant qu'il en restera un, il restera un paradis pour les criminels qui puissent s'y cacher. Voilà. Stuart. Merci. En matière de mise en œuvre, il y a un élément dont on n'a pas parlé et il faut y faire très attention. Alors que les pays développent leurs capacités et ratifient cela, il est possible qu'ils fassent des concessions ou fournissent des preuves lorsqu'il y a un élément d'abus des droits de l'homme. Et donc, on a besoin d'assistance pour bien comprendre qu'ils ont l'obligation de remettre en question les demandes. Ils doivent être sûrs que ce qu'ils partagent ne sera pas utilisé avec cet objectif. Beaucoup de cela sera une nouvelle législation. Et il faudra pouvoir prendre des décisions sur ce qu'on partage également. Ceci ayant été dit, je pense que ça restera une minorité, puisqu'il y aura toujours des abus des droits de l'homme, qu'il y ait cette législation ou non. Et cela sera le cas avec des pays qui le font déjà. Et malheureusement, ça ne changera pas. Mais je pense qu'il est nécessaire de bien s'assurer qu'on peut aider ces pays en développement à comprendre cette réflexion critique également. Cette session, je vous propose de poser vos questions à nos invités. Vous pouvez les poser en français ou en anglais. If you have any questions, you can ask, of course, in French or in English. On va vous donner le micro. Bonjour, déjà, c'est bon. Merci à tous c'était très intéressant. J'avais une question plus peut-être pour Madame du ministre des Affaires étrangères.
On parlait justement des potentiels, et le monsieur le disait, des potentiels abus qu'il peut y avoir lorsqu'un pays demande des informations. Notamment, il me semble avoir vu que sur le texte, ils peuvent demander des informations où il y a à partir de 4 ans de prison dans le pays qui le demande. Et il y avait des craintes par rapport notamment aux pays autoritaires qui criminalisent l'homosexualité ou encore qui peuvent amener des charges sur leurs opposants assez rapidement. Est-ce que la France, est-ce que l'Union européenne a pensé à des critères précis qui puissent permettre de refuser quand, par exemple, on a des opposants, je pense à la Russie, par exemple, qui peuvent mettre des charges assez rapidement sur des opposants pour les mettre en prison. Est-ce qu'il y a des pensées à ce niveau-là de critères assez précis? Merci beaucoup pour cette question. Gabrielle Janos. Je vais répondre de manière un peu générale et je laisserai Janos, qui est vraiment l'expert sur ces sujets, compléter, voire me corriger. Évidemment, ça a été une préoccupation durant toute la négociation. Sur les points précis que vous évoquez, le premier, je dirais, la première garantie qui est apportée, c'est qu'il faut que l'incrimination soit dans les 2 droits nationaux. Ce qui fait qu'un État ne peut pas solliciter, enfin, il peut le faire, mais en tout cas, ce sera une base de refus si l'incrimination n'existe pas dans le droit national du pays qui est, de l'État qui est requis. Un autre élément, c'est que toute demande qui serait fondée sur un élément de discrimination, que ce soit lié à l'orientation sexuelle ou d'autres aspects, est aussi une base de refus de la demande de coopération. Donc ça, l'État requis peut toujours, dans le cadre justement de cette évaluation souveraine qu'il fait de la demande et sur laquelle il faudra qu'on puisse accompagner chacun pour qu'il soit capable de faire une analyse éclairée des demandes qui leur arrivent, a toujours la possibilité justement de refuser d'y donner suite. Mais je laisse peut-être Janos compléter sur le... Yes, no, fully agree. Non, je suis tout à fait d'accord. Il existe 2 mécanismes pour empêcher ce type d'abus. Tout d'abord, l'article 6, qui indique que toute requête qui irait à l'encontre de la liberté d'expression, par exemple, c'est impossible. Ensuite, il y a les bases de refuser la coopération, comme cela a été dit, lorsqu'il y a le sentiment que cette requête est envoyée pour réduire au silence des opposants ou des journalistes. Donc ça a été très important dans les négociations pour qu'il n'y ait aucune base pour qu'un pays force un autre à partager des données qui seraient ensuite utilisées avec ces objectifs que vous avez mentionnés. Merci. Est-ce que vous avez... Passer le micro. Merci. Tout d'abord, je voudrais dire que l'article 6, à mon avis, présente un problème puisque les droits de l'homme sont en géométrie variable dans beaucoup de pays, et notamment, comment dire, dans les États totalitaires ou les États, j'allais dire, théocratiques. Bon, ça c'est le premier point. Il y a un risque à ce niveau-là déjà qui est avéré, puisque le concept des droits de l'homme n'est pas du tout le même. Puis il y a un encore plus grave risque, à mon sens, c'est la transposition de ces législations dans les droits nationaux, notamment justement sur les régimes totalitaires. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, ces transpositions sont faites en utilisant des renvois sur d'autres éléments au titre du droit pénal général de ces États, qui font que ça permet des incriminations beaucoup plus larges et avec des peines beaucoup plus graves. C'est ce que disait tout à l'heure monsieur. Et à mon avis, il y a vraiment un risque à ce niveau-là. Et c'est un point de, j'allais dire, de surveillance qu'il faudrait vraiment activer à ce titre. Gabrielle ? Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que malgré l'universalité des droits de l'homme, on a certainement au sein de la communauté internationale des visions différentes et des définitions différentes de ces droits. Pour autant, je pense que c'est important, on l'a cité à plusieurs reprises, l'article 6, mais on ne l'a pas lu dans le détail. L'article 6, il ne mentionne pas uniquement les droits de l'homme, il mentionne spécifiquement la liberté d'expression, de conscience, d'opinion, de religion et de réunion. C'est la première fois, encore une fois, dans un traité de l'ONU d'entraide pénale que explicitement ces droits sont cités. Ça a été une négociation, une bataille à conduire vraiment pour faire en sorte qu'il
ils apparaissent explicitement, certains États nous disant justement ça n'est pas une convention des droits de l'homme, ça n'a pas vocation à apparaître. On a réussi à les faire préciser parce que justement on estimait que ces droits et libertés fondamentaux étaient ceux qui avaient le plus de risques d'être potentiellement touchés par une mauvaise mise en œuvre de la Convention. Donc ça c'est sur le volet droits de l'homme. Sur votre deuxième point, je pense que ça a été dit un petit peu par Stewart, mais mon avis personnel c'est que un certain nombre d'États n'a pas besoin d'une convention internationale pour prendre des législations nationales qui seraient en violation des droits de l'homme et qui, dans certains régimes autoritaires, ils ont déjà les coups des franches pour faire, je dirais, ce qu'ils veulent avec leur droit national. Et encore une fois, l'article 6 prévoit que rien dans ce traité ne justifie la violation de tous les droits que je viens de citer. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un État ne peut se prévaloir de l'existence de ce traité pour prendre des dispositions à titre national qui seraient contraires à l'ensemble de ces droits et pour coopérer avec d'autres États potentiellement autoritaires dans ce domaine. Donc c'est évidemment à ce stade la lettre du traité. Encore une fois, il y aura tout un enjeu de mise en œuvre et vous l'avez dit, il faudra qu'on garde cette vigilance-là. Mais en tout cas, le texte a été pensé et a été adopté de telle sorte que à aucun moment un État ne pourra se prévaloir de ce texte pour violer les droits de l'homme, concrètement. Je sais pas si you want to add something. I fully agree. And just to complement that, Je suis d'accord. Et pour compléter, cette convention de l'ONU doit être compris dans le contexte de l'ONU plus généralement. L'interprétation des droits de l'homme, les instruments sur les droits humains de l'ONU. Et comme Gabriel l'a dit, bien sûr, l'article 6 mentionne expressément que ces droits doivent être respectés. Je pense que ce que vous avez dit dépendra bien sûr de la mise en œuvre et on ne peut pas l'assurer à travers le texte lui-même seul. Do we have... Colonel, vous vouliez rajouter quelque chose? Stewart would like to add something maybe? Et peut-être avons-nous ensuite une dernière question. Stewart. So, just to follow up on that point, I absolutely agree with you. What we don't want here is to create... Je suis tout à fait d'accord. L'objectif, n'est pas de créer un instrument qui aide les pays à légitimiser des abus contre les droits humains. Mais je ne crois pas que ce soit l'effet. Si quelqu'un signe cette convention et le fait, alors ils seront sous l'œil de tout le monde. Et tout le monde pourra dire, ce n'est pas l'objectif. Et il pourrait même être expulsé, entre guillemets, si c'était le cas. Et ça va apporter de la lumière sur ce genre de cas. Et pour le moment, il n'y a aucune règle et les pays font tout ce qu'ils veulent. Ils créent leur propre législation, avoir leur propre interprétation, sans aucune orientation. Et donc, ce n'est peut-être pas parfait, mais c'est toujours mieux que le statu quo. Merci Stewart. Ah oui, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Allez-y. Non, merci beaucoup. Petite question, peut-être que vous l'avez évoqué, mais quelle était la position de négociation de la Chine? Vous avez parlé de l'initiative, enfin la Russie était à l'initiative, mais quel a été le jeu de négociation de la Chine? Merci. Janos? C'est une bonne question. La Chine avait une position assez alignée avec la Russie, mais pas totalement. Ils ont un peu choisi leur propre chemin et ils ont été très subtils et pas aussi brutals que la Russie dans leurs déclarations. Ils étaient plus pragmatiques d'une certaine manière. Mais bien sûr, on voyait qu'ils étaient un peu alignés et soutenaient la proposition de résolution de la Russie. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'ils avaient une perspective un peu de différence. Ils voyaient la valeur ajoutée de ce traité parce qu'ils souffrent beaucoup de cas de fraude et d'arnaque. Et donc, ils avaient leur intérêt également à avoir cette convention. Et le fait de renforcer la coopération internationale pour s'attaquer à ces cas de fraude. Non, il me semblait avoir vu un monsieur qui levait la main, mais non, c'est OK. C'est parfait. Pas d'autres questions? Ah si, il y a une... Pardonnez-moi, parce qu'avec les projecteurs, je ne vois pas très bien. Bonjour, oui.
Merci à tous. Je voulais savoir s'il existait des moyens pour garantir peut-être la fiabilité et l'intégrité des preuves qui seraient envoyées d'un pays à un autre. Est-ce qu'il y a une mutualisation des moyens ou une mise en commun de certaines technologies? Comment on fait pour garantir en fait que d'un pays à un autre, sachant que tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de technologie, les preuves qui seront envoyées seront intègres, fiables, etc. Merci pour cette question. Stuart? Colonel, peut-être après. Stuart? So, from my perspective... Alors, de mon point de vue, il y a des normes, mais il y a toute une série de normes partout dans le monde. Mais le test, c'est vraiment de voir si la preuve est acceptée au tribunal, dans le pays qui reçoit la donnée. Et dans le texte, on encourage les pays à s'entraider, à comprendre comment collecter, conserver et présenter les preuves. Et donc, même si je ne considère pas ça comme quelque chose d'explicite, sur le fait que tout le monde travaille avec les mêmes normes, je pense que la formulation aide à augmenter la qualité du produit final pour qu'elle soit acceptée au tribunal. Et il faut qu'on aille vers le haut, que tout s'améliore d'une certaine manière. Et je pense que ça fait partie de la partie technique de la convention sur on parle le même langage. On parle bien de quick freeze, tout est dit dans le mot. Il ne s'agit pas de stocker de la donnée qu'on pourra modifier ensuite. Il s'agit de geler une donnée, de la signer, de la certifier, de la bloquer, pour ensuite la transmettre en l'état. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, je ne suis pas moi-même technicien à ce point, mais la donnée doit être figée et transmise en l'état. Et on le voit si la donnée a été modifiée. Eh bien, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci beaucoup, Gabriel, Colonel, d'avoir été avec nous. Thank you so much, Janos and Stuart. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je remercie évidemment celles et ceux qui nous ont suivis à distance. Et puis l'information continue encore toute la journée ici à Lille. Je vous souhaite une belle journée.